Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur ce plateau de TV5 Monde pour un nouveau numéro d'International en partenariat avec RFI et le journal Le Monde. Au pouvoir, écrit-il, la diplomatie lui imposait ses règles, ses codes. Désormais, il est libre et selon ses propres mots, il peut parler net. C'est donc ce que nous attendons de lui dans ce grand entretien. François Hollande, ancien président de la République, est notre invité. Avec lui, nous allons commenter l'actualité internationale. Mais pour ouvrir cette émission, revenons sur cette attaque terroriste hier soir dans le quartier de l'Opéra à Paris. Un jeune homme, fiché S, français, né en Tchétchénie, a tué une personne et en a blessé 4 autres. Une attaque au couteau revendiquée par le groupe État islamique. L'assaillant a été abattu par les policiers. François Hollande, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de TV5 Monde avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayat du journal Le Monde. Vous avez réagi hier soir sur les réseaux sociaux. Vous avez écrit « Unis, nous ne devons rien céder face à la barbarie ». Il y a un mois, le 23 mars, une autre attaque à Trèbes avait fait des victimes dans un hypermarché, 3, dont le colonel Arnaud Beltrame. Ces 2 terroristes de ces dernières attaques étaient connus des services de renseignement. Cela montre que les services fonctionnent, mais que l'on n'arrive pas à anticiper ces attaques. Est-ce qu'il faut faire évoluer les renseignements ? Les services de renseignement font un travail remarquable. Et j'ai eu, comme président de la République, à pouvoir en faire la vérification. Ils ne peuvent pas néanmoins prévenir toutes les attaques. Parce que là, on a dans cette affaire un individu, certes fiché S, qui n'a jamais été condamné, qui, à un moment, va, avec une arme, un couteau, tuer, blesser nos compatriotes ou des personnes qui se situent dans un quartier de Paris. Nous avons eu un autre cas avec ce qui s'est passé à Carcassonne, où un passage à l'acte se fait très rapidement et avec des conséquences dramatiques. Donc il faut dire, et je le fais ici à nos concitoyens, que la menace terroriste islamiste, elle ne va pas disparaître au prétexte que Daesh, cette organisation qui a perpétré des attentats sur notre sol, a été éradiquée pour une grande part de Syrie et d'Irak. Donc nos services... son territoire, oui, en Syrie et en Irak. Mais l'organisation elle-même n'a pas à organiser, c'est le cas de le dire, elle a simplement à inoculer le poison et à convaincre des individus de faire des actes aussi graves que celui qui a été commis hier. Donc nous devons à la fois renforcer les services de renseignement, multiplier les systèmes d'information et de coordination et surtout avoir des réactions. Et elle a été particulièrement élevée et particulièrement efficace hier, des services de police. On n'arrive pas à s'adapter à cette nouvelle menace qui est maintenant, et on le voit bien, très circonscrite au territoire français. C'est-à-dire que ce ne sont pas des commandos qui viennent de l'extérieur. C'est ce que je vous dis, ce n'est pas circonscrit d'ailleurs au territoire français. Nous avons eu à Londres, à Berlin, des phénomènes comparables. Donc là, Daesh ou les organisations terroristes, ce qu'elles font, c'est de convaincre par les réseaux sociaux, par d'autres moyens, des individus de commettre des actes qui visent à terroriser la population et qui visent à diviser les Français. Donc nous devons nous préparer à la fois par les services de renseignement à être plus efficaces, à être capables de répondre. Je reviens sur ce qu'on a appelé le protocole Cazeneuve sous mon autorité, qui a été de mettre en capacité nos forces de police ou de gendarmerie pour intervenir très rapidement quand il se passe un acte aussi grave, ce qui a été le cas hier soir. En fait, François Hollande, quand pour la première fois vous avez employé le terme de guerre, vous avez dit la guerre est déclarée. Est-ce que, en employant cette rhétorique, en fait, vous n'avez pas craint de rentrer dans une guerre sans fin, sans limite, et aussi d'octroyer une certaine importance à ceux qui allaient de l'autre côté s'auto-décerner le terme de combattant, de soldat de l'État islamique? Mais il y a eu une guerre en Syrie et en Irak. Nous l'avons d'ailleurs menée dans le cadre de la coalition internationale contre Daesh. Le mot est approprié. Mais est-ce que le mot est approprié pour ce type d'action sur le territoire français? Il y a une guerre sur le territoire irakien et syrien, et il y a eu des actes de guerre sur notre propre territoire. Quand un commando est diligenté, préparé, organisé de Syrie et d'Irak pour commettre les attentats du Bataclan et des terrasses et du Stade de France, qu'est-ce que c'est sinon un acte de guerre? Alors après, est-ce que la guerre est finie, pour reprendre une expression?
Non, elle n'est pas finie. Parce que ces organisations terroristes veulent continuer à nous faire peur, à nous diviser, à nous déstructurer et manipulent des individus. En l'occurrence, celui-là, d'origine tchétchène, est français ou était français. Donc nous voyons bien ce qu'ils essayent de créer dans notre propre population. À partir de là, la réaction, elle ne peut pas être simplement sur un théâtre extérieur, elle doit être aussi à l'intérieur. Monsieur Hollande, est-ce que vous parliez justement de l'objectif de ces organisations qui est de diviser la société française. Est-ce que vous jugez que la société française a plutôt bien résisté à cette vague d'attentats qui dure maintenant depuis 4 à 5 ans et est-ce que vous pensez que la classe politique, elle, résiste bien lorsque l'on entend des appels à interner, expulser les fichiers S d'origine étrangère ou pas d'ailleurs? Vous avez raison de faire cette distinction. Moi, j'ai été confronté, comme président de la République, j'y reviens dans le livre, à des attentats de très grande ampleur. Quelle était mon interrogation permanente? Après Charlie, l'Hypercacher, puis ensuite le Bataclan, le 14 juillet à Nice, et je n'oublie pas Saint-Étienne-du-Rouvray et tant d'événements. C'était que les Français, à un moment, doutent de la République. Doutent aussi de l'idée même de la cohésion nationale, du vivre ensemble. Que les religions s'emparent de cette dramaturgie. Il y avait eu un prêtre égorgé dans une église pour commettre je ne sais quelle déclaration ou acte qui aurait pu fracturer notre pays. Et moi, ce qui m'a donné le plus de fierté durant toute ma présidence, c'est que les Français ont fait bloc et n'ont pas cédé. Même lorsqu'il y a eu des carnages, ils ont tenu à ce que la liberté puisse être le mot autour duquel ils ont défilé. La classe politique, même si je n'aime pas l'expression, elle est toujours dans la surenchère. On veut à chaque événement une loi supplémentaire. Je ne doute pas que ce sera encore le cas en demandant que les fichiers S, par exemple, puissent être expulsés du territoire. Or, chacun sait que ce n'est pas ni efficace ni possible. Donc il y a une responsabilité de tout acteur politique qui, à un moment ou à un autre, doit se poser la question, est-ce qu'un jour, je serai confronté, moi-même, dans l'exercice du pouvoir, à cette situation? Or, ce n'est pas une loi de plus qui pourra être la réponse. C'est au contraire la capacité d'une société à être forte face à cette menace et à être unie. Ce qui suppose, c'est vrai, du côté des musulmans de France, aussi une responsabilité particulière dans la lutte contre le fanatisme et le salafisme. François Hollande, vous venez de parler du Bataclan qui s'est déroulé durant votre mandat. Vous avez réagi il y a quelques jours à ce propos, qualifiant de propos honteux et de simagrées obscènes les mots prononcés par le président américain devant le lobby des armes. C'était le 4 mai. Il parlait donc de la tuerie du Bataclan. On écoute. Ces personnes ont été tuées brutalement par un petit groupe de terroristes qui avaient des armes. Ils ont pris leur temps et les ont tués un par un. Boum, viens là, boum, viens là, boum. Mais si un employé ou juste un client avait eu une arme, cela aurait été une toute autre histoire. François Hollande, aujourd'hui, vous avez la parole libre. Vous échappez désormais au code et règles de la diplomatie. Emmanuel Macron, lui, n'a pas réagi directement. C'est le ministère des Affaires étrangères qui l'a fait. Un président de la République est contraint, en exercice, est contraint dans son expression dans un moment comme celui-ci. Oui, puis le président de la République, par la responsabilité qu'il doit exercer, doit avoir de bons rapports, enfin des rapports normaux, devrais-je dire, avec son homologue aux États-Unis. Pourquoi normaux ? C'est-à-dire d'être capable d'avoir un dialogue, mais de rester dans une certaine retenue, une certaine maîtrise. Mais ce qu'a fait Donald Trump, et ce n'était pas la première fois, est effectivement indigne, indécent, et ces images à chaque fois nous heurtent, parce que ce n'est pas simplement de défendre le lobby des armes, ce qui déjà devrait nous créer un sentiment de haut le cœur, mais c'est de mimer ce que font des terroristes pour les familles, pour celles qui ont été touchées
par les actes terroristes, c'est absolument insupportable. Et donc, moi, j'en ai tiré la conclusion qu'il faut bien sûr continuer à avoir des relations avec les États-Unis. Le peuple américain n'est pas responsable de son chef d'État. Mais il ne faut pas aller au-delà. On ne répond pas de dirigeant à dirigeant sur des propos. On ne doit pas aller au-delà de ces rapports-là. Et l'amitié n'a plus sa place. Moi, je ne considère pas que la France puisse être amie de Donald Trump. Alors avant de poursuivre cet entretien, François Hollande, je vous propose de revenir rapidement sur 5 ans de votre présence sur la scène internationale. Un focus signé Bastien Bory et Frédéric Bonnet. Janvier 2013. Des rafales français frappent rebelles touaregs et djihadistes d'AQMI qui se ruaient sur Bamako. Une opération Serval lancée par vous, François Hollande, chef de l'État et des armées depuis à peine 7 mois. Votre campagne électorale avait fait peu de place à la politique étrangère. C'est pourtant au Mali que vous obtenez une grande victoire sur la scène internationale. Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Fin 2013, nous voilà en Centrafrique, déchirés par des violences intercommunautaires que l'opération Sangaris tentera d'éteindre. Plus au nord, le chaos l'emporte en Libye, point de passage d'une vague migratoire qui s'échoue sur les côtes de l'Europe, sans réponse cohérente, désunie face aux crises. Il y a la Grèce, en faillite, que vous affirmez dans un livre paru en avril avoir sauvé du Grexit. Là résident de profonds désaccords avec l'Allemagne de la rigueur, laquelle vous empêche de renégocier le traité budgétaire européen. Mais en Ukraine, avec Angela Merkel, l'unité s'impose face à la Russie début 2015. Les accords de Minsk II permettent le cessez-le-feu. 2015, année des accords multilatéraux. Nucléaire iranien fragilisé aujourd'hui par Donald Trump et COP21 porté par la diplomatie française. Le monde s'est mis en marche, pas seulement dans cette salle, mais bien au-delà. Au Moyen-Orient, le bilan est contrasté. Si la France resserre ses liens dans le Golfe, la solution à 2 États entre Israéliens et Palestiniens n'avance pas. En Syrie, Paris tient la ligne dure contre Assad et ses armes chimiques, mais abandonne son projet de frappe contre le régime après le renoncement américain. C'est l'État islamique que cible alors l'armée française, toujours engagée contre Daesh depuis votre départ du pouvoir en mai 2017. L'actualité internationale, François Hollande, ces derniers jours, c'est l'accord sur le nucléaire iranien avec le retrait américain. C'est vous qui en avez été signataire, aux côtés de 5 autres pays. Alors, malgré la volonté des autres pays de vouloir sauvegarder cet accord, les rencontres de ces prochains jours à Bruxelles, l'engagement russe, chinois, est-ce que cet accord n'est pas mort? Puisque les États-Unis vont rétablir des sanctions économiques qui vont s'imposer à bon nombre d'autres pays. Cela va fragiliser l'Iran qui a dit que si ses intérêts n'étaient pas sauvegardés, relancerait son programme nucléaire. D'abord, permettez-moi de revenir sur la négociation de cet accord. Il avait pris des années, 12 ans, c'était considérable comme durée, et il était nécessaire de trouver une conclusion. Le risque, si l'on n'avait pas fait cet accord, je rappelle que nous étions à l'été 2015, c'était qu'Israël puisse décider de mesures unilatérales, y compris de force. Donc nous étions dans cette responsabilité qui était d'assurer la stabilité et une forme de contrôle, tout à fait efficace d'ailleurs, de l'Iran quant à l'accès à l'arme nucléaire. Laurent Fabius, qui était le négociateur français, sous là aussi mon autorité, a été l'un des plus exigeants. Et à un moment, lorsqu'il s'est agi de parapher l'accord, nous avions, nous, Français, demandé qu'il y ait des verrous qui soient encore installés pour être sûr que l'Iran n'accéderait pas à l'arme nucléaire. J'ai eu une conversation avec Barack Obama à ce moment-là où lui-même nous demandait de faciliter l'accord. J'ai dit j'y étais prêt, mais à cette condition-là. La condition a été remplie. À partir de là, je me sens aussi responsable, signataire de l'accord. Est-ce que parce que les États-Unis s'en sont retirés, ce qui est un manquement à la parole, ce qui est un manquement au droit international, un pays signe un accord, c'est pas un président qui signe un accord, c'est un pays. Bon. Est-ce qu'il devient pour autant caduc? Non. Et c'est tout ce qui doit être fait avec l'Iran. Est-ce que l'Iran confirme ses engagements? Si oui, les Européens doivent avoir, avec le système qui est prévu de contrôle, les vérifications nécessaires. Mais vous posez la bonne question. Si les sanctions ont comme conséquence l'empêchement pour les entreprises européennes ou autres de pouvoir travailler avec l'Iran, parce que si elles le faisaient, elles encourraient à ce moment-là l'impossibilité de travailler en dollars aux États-Unis, on voit bien qu'il y a un déséquilibre. Donc il faut avoir une pression non seulement sur l'Iran pour que l'Iran reste dans l'accord, mais sur les États-Unis, en disant nous ne pouvons pas accepter
cette absence de réciprocité. Donc si vous nous sanctionnez, si des entreprises françaises, c'est passé dans l'histoire, la BNP a payé près de 9 milliards d'euros. Oui. Donc si vous nous sanctionnez, eh bien écoutez, nous, sur le territoire européen, nous empêcherons des entreprises américaines également de travailler. Monsieur Hollande, est-ce que vous pensez justement que les Européens sont capables, cette fois-ci, de se saisir de cette crise pour régler cette question d'extraterritorialité des sanctions américaines qui empoisonnent les relations entre les deux côtés de l'Atlantique depuis une vingtaine d'années au moins? Est-ce que les Européens sont assez mûrs et forts pour? Vous avez raison, c'est un défi pour l'Europe. Parce que si certains pays pensent s'arranger avec les États-Unis, ou n'auront pas de conséquences parce que ne travaillons pas avec l'Iran. Vous voyez les Polonais, on les voit bien, on les connaît ces pays-là. Donc, et que d'autres encourent des sanctions, qu'est-ce que ça veut dire l'Europe? Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un marché avec une monnaie pour certains unique? Donc l'Europe, elle est devant un défi. Parce que finalement, Trump est à la fois un problème pour le monde, une instabilité, une insécurité et une imprévisibilité. C'est un problème pour le monde. Mais ça peut être aussi une opportunité pour l'Europe. À un moment ou à un autre, il faut se construire. On doit se construire par rapport à des partenaires. On peut quelquefois se construire par rapport à des adversaires. Je ne dis pas que Trump est un adversaire, c'est un allié. Mais les États-Unis sont un allié. Mais il y a une nécessité face à l'adversité d'être capable de s'unir et d'avoir cette règle de réciprocité qui est un principe dans les relations internationales. Vous me faites mal, je vous fais mal. Mais quelle sorte d'alliés sont devenus les États-Unis? Ce sont des alliés d'abord, les États-Unis, liés par des traités, et notamment le traité transatlantique dans le cadre de l'OTAN. C'est donc un allié qui demeure un allié. Mais avec Donald Trump, c'est un allié imprévisible. Parce que si les États-Unis ne respectent pas, par la voie de Donald Trump, l'accord sur l'Iran, déchirent l'accord sur le climat, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils vont être également des alliés solides dans le cadre de l'OTAN? Mais c'est ce qu'a dit Angela Merkel. Et c'est ce qu'a dit, absolument. Ouais, et c'est ce qu'a dit Angela Merkel. Et moi, je partage entièrement ce point de vue. C'est-à-dire, l'Europe doit prendre conscience qu'elle n'est plus protégée par les États-Unis, qu'elle doit assurer sa propre sécurité. Et ça, c'est une conclusion majeure, y compris lorsqu'on prépare un budget européen. Quelle doit être la priorité du budget européen? L'agriculture, sans doute, les fonds structurels, nécessairement. Mais la défense, la sécurité, la lutte contre le terrorisme, l'action internationale, la politique extérieure, voilà des sujets sur lesquels l'Europe doit mettre la priorité budgétaire. Mais on a bien compris pour les États-Unis, mais est-ce qu'il ne faut pas, comme l'a proposé Emmanuel Macron lors de sa visite à Washington, tenter de convaincre aujourd'hui encore l'Iran de négocier un nouvel accord? Non, il peut y avoir des compléments, il peut y avoir des ajouts, mais on ne peut pas renégocier un accord. Ce serait d'ailleurs une faute, parce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, Donald Trump a eu raison, qu'il n'y a plus d'accord. Donc il faut sanctuariser l'accord tel que nous l'avons signé, qui existe, de juillet 2015. Continuer à travailler avec l'Iran, et notamment pour régler les questions régionales. Parce que le problème que pose l'Iran, il ne faut pas non plus le nier, c'est un problème extrêmement sérieux. C'est celui d'une influence très forte, d'une présence même militaire en Syrie. Oui. Et donc d'avoir une capacité de pouvoir déséquilibrer l'ensemble de la région. Ça, il faut en parler avec les Iraniens. Mais alors justement, François Hollande, vous donnez raison à Netanyahou lorsqu'il dit que les Iraniens sont de toute façon une menace, qu'il faut s'en occuper maintenant et qu'il faut attaquer en Syrie toutes les positions iraniennes comme ils l'ont fait cette semaine pour éliminer une menace balistique qui vise notamment Israël. Non, je ne prends pas la défense de Netanyahou. Je pense que les moyens que nous devons utiliser sont des moyens diplomatiques avec l'Iran. Et qu'il y a la nécessité de mettre l'Iran devant sa responsabilité d'acteur régional pour que nous puissions trouver une solution commune en Syrie. Ensuite, il y a eu des attaques, c'est vrai, qui ont été portées par les Iraniens du territoire syrien sur Israël. Et ce qui a entraîné une réplique. Mais là, nous devons être
tout à fait clair à l'égard de Netanyahou. On ne résoudra pas la question de l'Iran par des moyens militaires. Mais alors, excusez-moi, Benjamin Netanyahou et puis le président américain ont affirmé avoir la preuve que le régime iranien mentait sur ses activités nucléaires. C'est un mensonge, c'est ce qu'on appelle du fake news. Non, je ne pense pas que ce soit des fake news, mais c'est des informations qui datent d'il y a plusieurs années, qu'il n'y avait aucun événement nouveau. Donc on a bien vu qu'il y avait quand même, je veux dire, une mise en scène. Parce que je crois qu'il y a eu mise en scène pour justifier de déchirer l'accord avec l'Iran. Alors, du coup, en début de semaine, Vladimir Poutine reçoit Yukio Amano, donc le chef de l'AIEA. L'AIEA qui nous dit justement que l'Iran est dans les cordes sur cet accord. Mais le rôle de Poutine dans ce contexte, comment vous le percevez? Il est pièce centrale dans la persistance, dans le maintien de cet accord? C'est là que nous avons un double problème. Soyons là aussi francs que possible, puisque vous m'y invitez. Nous avons le problème de Donald Trump, qui crée de l'imprévisibilité. Mais Donald Trump est imprévisible. Vladimir Poutine, lui, il est prévisible. Donc chaque fois qu'il peut trouver un moyen d'avancer sur la scène régionale ou internationale, il l'utilise. Qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui? C'est travailler précisément avec l'Iran et même avec Israël. Et donc faire en sorte qu'il apparaisse, lui, comme un élément de stabilité face à un partenaire américain qui serait sur une autre attitude et un autre comportement. Et il ne peut pas l'être? Il doit être un acteur. Mais on sait qu'il a une vision, qu'il a une stratégie. Quelle est sa stratégie? C'est de pouvoir être au Moyen-Orient un personnage irremplaçable. Quelle est sa stratégie? C'est d'avoir avec la Turquie un partage de la Syrie. Quelle est sa stratégie? C'est d'avoir avec Israël une forme de connivence où on condamne, mais en même temps on comprend. Quelle est sa stratégie avec l'Iran? Elle est de dire, mais en Iran, les Russes, les Chinois peuvent travailler à la place des Européens. Donc c'est à la fois politique, militaire et économique. Est-ce que ce n'était pas une erreur d'appréciation à un moment donné d'avoir pensé que Vladimir Poutine pourrait rester à l'écart de tout cela? Mais je ne l'ai jamais pensé. Mais vous dites que c'est celui qui a été peut-être le plus difficile, que c'était avec lui que vous aviez le plus, c'est ce que vous dites dans votre livre, oui. Le plus de difficultés. Parce que vous dites en même temps qu'il est prévisible, mais il vous a donné du fil à retordre, Vladimir Poutine. Ah mais c'est pas parce que quelqu'un est prévisible qu'il ne vous donne pas de fil à retordre, comme vous dites. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Ukraine quand il a vu qu'il n'y avait pas d'intervention américaine en Syrie après l'utilisation des armes chimiques? Il a pu penser donc qu'il y aurait une forme d'inertie du monde occidental face à une action unilatérale de la Russie qui a été l'annexion de la Crimée. Acte dont on ne doit pas sous-estimer la portée. C'était une des premières fois qu'on ne respectait plus l'intangibilité des frontières et que l'on portait un coup à ce qui était une règle internationale. Il a pris la Crimée. On ne parle plus de la Crimée, là. Et il l'a déjà annexée. On a voté en Crimée pour le président russe. En Ukraine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de peser sur l'Est de l'Ukraine, y compris en envoyant en soutenant des milices pro-russes à l'Est de l'Ukraine. Donc il avance à chaque fois. Et donc il faut être capable, là aussi, c'est un défi pour l'Europe, de dire, mais avec Poutine, on discute, bien sûr qu'on discute. Je l'ai fait notamment pour... Mais vous avez eu du difficulté parce qu'il y a eu cet épisode en 2016, où il y a eu une visite annulée. Je l'ai fait parce que là, quand il... C'était au moment d'Alep, du siège d'Alep. Non mais, reprenons peut-être sur l'Ukraine. Donc on a trouvé des solutions, notamment le cessez-le-feu, mais on a discuté, mais on a aussi exercé un rapport de force. Parce qu'avec la Russie, il faut toujours, et notamment Vladimir Poutine, exercer un rapport de force. Mais regardez, c'est très intéressant sur Alep. Quand il y a eu les attentats du mois de novembre en France, novembre 2015, qu'est-ce que je dis? Je dis, bon, écoutez, on est face à une menace terroriste qui nous concerne tous, Russes, Américains, Européens. On doit agir ensemble. En Syrie, pour agir contre qui? Contre Daesh. Qu'est-ce que je constate? C'est que nous, la coalition internationale, on agit contre Daesh. Mais les Russes, avec le régime syrien, ils tapent sur qui? Pas sur Daesh, sur l'opposition. D'ailleurs, elle a été éradiquée. Et donc, je dis à Poutine, on ne peut pas bombarder Alep et venir aussi en France discuter comme si de rien n'était. Non, je lui ai dit ce que j'en pensais et il n'est pas venu. François Hollande, les Européens, ils ont mis en œuvre des sanctions contre la Russie
et il reste engagé par ces sanctions. Mais on a l'impression que les sanctions, certes, affaiblissent l'économie russe, mais pas du tout la volonté de Poutine, et ne l'infléchissent absolument pas. Est-ce qu'il faut réfléchir à autre chose? Est-ce qu'il faut continuer? C'est un peu un échec. Enfin, c'est pas un échec, mais c'est quand même pas une réussite, cette politique de sanctions. Vous avez raison, les sanctions ne suffisent pas. En plus, elles sont contournées parce qu'à un moment, une économie s'adapte à un système de sanctions. Mais il y a un domaine sur lequel la Russie est extrêmement sensible, c'est le domaine énergétique. Donc, à un moment, s'il devait y avoir des monnaies russes qui mettent en cause la stabilité, il faut avoir cet engagement commun aussi, et de pouvoir, à un moment, cesser un certain nombre d'activités pétrolières ou gazières en Russie. Pour l'instant, le plus gros programme récent qui vient d'être mis en œuvre, c'est Total. Oui, c'est vrai. Donc la France est directement concernée, mais il faut bien penser qu'il faudra ou élever le niveau de sanctions, s'il devait y avoir des monnaies russes qui le justifient, ou alors revenir sur les sanctions. Moi, je l'ai toujours dit, les sanctions, c'est pas immuable. Si on a des accords avec la Russie, et notamment par rapport à l'Ukraine et par rapport à la Syrie, il n'y a aucune raison de maintenir un régime de sanctions. Une dernière question sur non pas la Russie, mais sur les États-Unis, puis on passera à l'Afrique. Vous dites dans votre livre, à propos, on va parler de méthode d'Emmanuel Macron, que pour lui, une volonté clairement affirmée et beaucoup de séduction pourvoit à tout, que c'est sa méthode donc. Et quand vous avez commenté mercredi dernier le retrait américain avec cette phrase, la stratégie de la séduction ne pouvait marcher sur Donald Trump, puisque le cynisme, la vulgarité et l'égocentrisme sont les ressorts de sa personnalité. C'est une critique nette de la méthode Macron? Non, c'est une tentation que tout chef d'État, j'ai dû la voir aussi, peut à un moment ressentir. Se dire, finalement, par mon intelligence, par mon charme, par mon sourire, par ma persévérance, je vais convaincre mon interlocuteur que la raison doit l'emporter. Bien non. On ne doit pas pour autant être désagréable, méprisant et impoli. Mais comment auriez-vous fait, vous-même, à la place d'Emmanuel Macron? À Washington, tenter, en surlignant cette amitié franco-américaine, tenter tout pour sauver notamment l'accord. Je crois qu'il faut parler politique et dire aux États-Unis, et donc à Donald Trump, puisque c'est le représentant légitime, légal des États-Unis, et dire mais où voulez-vous aller? Qu'est-ce que vous allez créer comme situation? Quel va être le progrès pour la sécurité des Américains? S'il y a une guerre au Moyen-Orient, ou des menaces de guerre, quelles vont être les conséquences? Il lui a peut-être dit? D'abord, je l'imagine. D'abord, il va y avoir une hausse du prix du pétrole, une déstabilisation régionale, des conséquences économiques qui vont être fâcheuses pour l'ensemble du monde, qui peuvent mettre en cause la croissance. Ça compte pour un dirigeant américain qui est aussi un homme d'affaires. Deuxièmement, s'il y a une guerre, jusqu'où elle peut aller? Est-ce que c'est des mouvements tout à fait sporadiques, déjà compliqués, entre Israël et l'Iran, ou ça peut dégénérer? Donc faut parler. Faut parler au président, mais il faut parler au peuple. Nous sommes dans des démocraties. Démocraties qui sont de plus en plus, à mon avis, fragiles. Et sur lesquelles nous devons au contraire nous appuyer. Il faut parler à l'intelligence des peuples et leur dire qu'au peuple américain, mais voyez où vous pouvez... Macron a fait devant le Congrès. Il a bien fait. Et ce discours ne suscitait aucune réserve et au contraire devait être le discours qui devait être prononcé. La Donc il faut parler au peuple. C'est de traiter avec Donald Trump. Vous considérez que vous avez là un être rationnel? Je vous dis, c'est un être imprévisible. Je veux croire que dans cette imprévisibilité se cache de la rationalité. Mais c'est un être aussi qu'il faut écouter, puisque généralement, ce qu'il dit, il le fait. Parce que d'ailleurs, en termes politiques, quand on dit c'est formidable, il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit. Oui, ça dépend de ce que vous dites. Parce que ça, ce que vous faites, après, peut avoir des conséquences. François Hollande, vous avez eu affaire énormément à Barack Obama, oui, qui à un moment vous a un peu fait défaut quand même. 31 août 2013, les frappes sur la Syrie, après l'attaque de la Ghouta. Trump, lui, sur la Syrie, il s'est révélé plutôt carré. Il s'est révélé contradictoire, comme souvent. Carré, quand il y a eu des attaques chimiques, il y a répondu. Avec la France et la Grande-Bretagne. Il y a répondu entre nous, même si c'est une phrase qui ne vaut pas pour une émission comme celle-là, avec des moyens limités.
Mais il y a répondu. C'est ce que Obama pensait faire aussi. Et c'était important d'y répondre. Mais il n'y a pas eu de suite politique. Pire même, à un moment, et c'est en sens que c'est contradictoire, il a dit qu'il allait se retirer de Syrie, ou faire en sorte qu'il y ait moins de présence militaire américaine en Syrie, ce qui était contradictoire. Alors il est revenu après sur ses déclarations, mais vous voyez, il faudrait que, notamment par rapport à ce qui peut se produire entre la Turquie et les Kurdes de Syrie, être également très clair sur ce que nous, Américains, Français, dans le cadre de la coalition, nous voulons faire. Si vous voulez bien, on va continuer cet entretien avec l'Afrique. Elle a été importante dans votre mandat. Sophie, une question. Oui, ce qu'on a vu sur l'Afrique, c'est que, candidat, vous aviez l'intention d'effectuer une rupture sur la façon dont la France traitait avec les pays africains. Est-ce que vous n'êtes pas tombé dans un engrenage avec toutes ces opérations sur le terrain militaire? Est-ce que finalement l'Afrique n'a pas encore de nouveau été traitée à part, différemment des autres pays du monde, plus par l'Élysée, avec le ministre de la Défense qui était Jean-Yves Le Drian, qu'on appelait à la fin le ministre de l'Afrique? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui vous a un peu échappé à un moment donné là-dessus? Qu'est-ce que c'était que ce qu'on appelait la France-Afrique et ce qu'on revoyait trop souvent à travers des opérations extérieures? C'était le soutien de la France à des chefs d'État africains. Le plus souvent, disons-le, aussi à des dictateurs. Et lorsque la France pouvait intervenir, c'était toujours regardé comme un moyen de soutenir les régimes en place plutôt que de faire justice à un processus démocratique. Qu'est-ce que j'ai fait comme président de la République? Ai-je au Mali veillé à soutenir qui que ce soit? Non. J'ai répondu à une demande. C'était à l'époque un président qui était en intérim, puisqu'il y avait eu un coup d'État et qu'on était dans un processus de retour vers la démocratie. J'ai répondu à sa demande, qui n'était pas d'ailleurs seulement la demande du président malien, qui était la demande du président sénégalais, ivoirien, tchadien, nigérien, parce que toute l'Afrique de l'Ouest appelait la France. Et donc ça, c'est, à mon avis, une rupture, parce que ce que j'ai voulu faire, c'est que la France répondait à une demande des Africains et des peuples africains qui craignaient d'être envahis par des terroristes qui étaient déterminés à aller le plus loin possible. Ensuite, dans votre question, il y a la répétition. Voilà. Ça, c'est vrai. L'étendue du mandat. C'est-à-dire, il y a... Serval, Sangaris, Barkhane. Barkhane, oui, ça c'est l'évolution des opérations. Mais on voit bien, il y a maintenant une présence de Barkhane qui non seulement est au Mali, mais au Niger, travaille avec le Tchad. Il y a le Nigeria avec Boko Haram, où nous avons aussi soutenu la force multilatérale. Il y a eu la Centrafrique. Donc c'est vrai que face à ces menaces multiples, mais enfin qui ont souvent le même caractère, nous sommes amenés à intervenir. Et c'est pour ça que je pense que l'évolution nécessaire, et elle est en cours, et moi je la soutiens, c'est de demander aux Africains, d'aider les Africains à assurer eux-mêmes, par eux-mêmes, leur propre sécurité. Mais c'est difficile. Et là, il faut parler aussi très clairement. Ce sont des moyens financiers qui sont nécessaires. Si on veut qu'il y ait la force G5 Sahel, il faut qu'il y ait des moyens de l'ONU, des moyens de l'Europe, des moyens des États-Unis pour aider cette force. François Hollande, est-ce qu'on n'est pas un peu comme les Américains en Afghanistan où, pour régler un problème, on envoie plus de moyens, plus on envoie de moyens, plus on crée du ressentiment, notamment sur des situations locales, les Peuls contre les Touaregs, etc. Et à la fin, en fait, plus on est là pour combattre le terrorisme, et plus il y a du terrorisme. Oui, d'ailleurs, c'est la stratégie des terroristes. Oui, mais alors... C'est de faire en sorte que le problème soit internationalisé, que les populations locales vivent mal la présence de forces des Nations Unies et finissent par penser qu'elles sont muselées dans leur expression régionale. Donc, c'est pour ça que la France a maintenu des moyens, mais a voulu aussi que l'ONU, l'Union africaine, joue tout son rôle et que ce soit les Africains eux-mêmes qui assurent par leur présence la sécurité. Et je pense que si on se retirait par exemple du Mali,
il va y avoir des élections dans peu de temps. En juillet. Ce serait vraiment le pire service qu'on pourrait rendre à ce pays et notamment à sa démocratie. Mais justement, sur cette présence française encore, au nom de la lutte pour la sécurité, la lutte contre le terrorisme, est-ce que quand même la France, aujourd'hui, elle ne sanctuarise pas des dirigeants, des régimes qui ne sont pas forcément les meilleurs dans la gouvernance et où il y a parfois des soucis de corruption? Est-ce que c'est sur ce terreau aussi que se développe le terrorisme? Oui, je ne dis pas que tout est parfait en Afrique. Vous êtes suffisamment bien placé pour savoir et vous faites un travail qui est très utile pour le pluralisme en Afrique. Mais il y a de plus en plus d'élections contrôlées internationalement. Il y a de plus en plus de processus démocratiques. Et, mais le G5, c'est aussi avec des pays comme le Tchad où Idriss Déby est là depuis très très longtemps. Il est là depuis longtemps, mais il a... Au Mali, il y a des soucis en ce moment, sur des soucis de corruption. Oui, mais ça, c'est la vie de ces pays. C'est à la population et au peuple. Notre présence, est-ce qu'elle ne sanctuarise pas ces régimes, notre présence, ces dirigeants? J'ai une très bonne relation avec le président Ibeka, mais je laisse le président malien, je laisse les Maliens déterminer qui doit diriger leur pays. Pareil pour ce qui s'est passé, processus électoral au Sénégal, bientôt en Côte d'Ivoire. On a vu au Libéria, même si ce sont des pays qui avaient une autre histoire. Libéria, encore Sierra Leone avec des difficultés, Gambie où il y a eu comme un processus. Donc jamais sous ma présidence, la France n'a pu être regardée comme veillant à protéger un dirigeant. François Hollande, je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé de ce moment qui a été l'un des plus beaux moments de votre vie politique. C'était lorsque les opérations ont commencé au Mali et surtout quand vous avez réussi à faire refluer les djihadistes. Ensuite, le 2 novembre, on était juste avant des élections. Il s'est passé quelque chose à Kidal. Ghislaine Dupont, donc journaliste à RFI, était avec Claude Verlon en reportage dans cette zone. Ils ont été enlevés. Ils ont été assassinés très rapidement. Vous n'en parlez pas dans les leçons du pouvoir. Pourquoi? Leur famille a demandé vraiment à ce que la lumière soit faite. Les choses n'avancent pas. Pourquoi? Alors vous savez combien je me suis attaché à cette situation. J'étais là lorsque les corps sont revenus, avec les familles. Et j'ai reçu à chaque fois les rédactions de RFI pour donner toutes les informations dont je pouvais disposer. Les auteurs de ces crimes sont, pour l'essentiel, identifiés, même si on ne connaît pas exactement qui a pu donner cet ordre et comment ça s'est produit. Et donc nous faisons en sorte, moi je n'ai plus les informations, de continuer les enquêtes et de chercher les auteurs et qu'il y ait un procès, parce qu'il faut que la vérité soit faite sur ce qui s'est produit. Mais est-ce que le fait d'éliminer, par exemple, certains commanditaires, notamment Abdelkrim le Touareg, qui a été liquidé... Ça, nous n'avons pas confirmation. Est-ce qu'il ne faut pas chercher à prendre vivant ces personnes pour obtenir des informations et pour pouvoir élucider ce qui s'est passé? Oui, là, je ne peux parler que de ce que j'ai engagé comme président de la République. À chaque fois qu'il est possible d'arrêter, vivant donc, les chefs terroristes, nous donnons cette consigne et cet ordre est respecté. Maintenant, comme je vous l'ai dit, là aussi, il y a des actes de guerre. Et quand il y a des frappes, elles touchent et elles sont forcément avec des conséquences de neutralisation de ces responsables. François Hollande, autre question qui reste toujours dans l'actualité, celle des réfugiés. Aujourd'hui, ils arrivent un peu moins nombreux, mais ils arrivent toujours. En 2015, au plus fort de la crise migratoire, la France était engagée à recevoir 24 000 réfugiés sur 2 ans. Nous avons été loin du compte. Je vous propose d'écouter quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Christiane Taubira. Voilà ce qu'elle a déclaré il y a moins de 2 semaines, alors que la loi Asile et Immigration venait d'être adoptée à l'Assemblée nationale en première lecture. Et il manque une parole politique forte pour dire... Mais c'est le monde dans lequel nous vivons. C'est l'état de ce monde. Nous y avons une part. Nous devons surtout, là, être capables de faire notre part. Et notre part, c'est pas de venir répéter inlassablement, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. 24 000 personnes en détresse, femmes, enfants et hommes, ça n'est pas toute la misère du monde. François Hollande, ces mots de Christiane Taubira, l'absence de volonté politique pour traiter cette question. Au cours de votre mandat, la France n'a pas vraiment pris sa part, comme le dit votre ancienne garde des Sceaux.
Les 24 000 dont parle Christiane Taubira, c'était des engagements que nous avions pris pour au niveau répartir européen. des réfugiés qui étaient d'ailleurs dans les camps et que nous pouvions faire venir en France dans le cadre de ce qui était soulager la Grèce, européen. l'Italie. Dans le cadre d'engagement européen. Nous avons fait, pas forcément 24 000, le chiffre n'est pas tout à fait atteint, mais nous avons fait une bonne part de ce que nous avions à faire. Et je crois que c'est la France d'ailleurs qui a le mieux respecté ce quota. Mais il s'est passé... L'Allemagne, non ? Il s'est passé un autre phénomène, parallèlement à celui-là. C'est que les réfugiés, ils n'ont pas attendu, ils sont venus. Et c'est l'Allemagne qui en a reçu le plus, près d'1 million. Il faut quand même se rendre compte de ce qu'a été l'effort allemand. Et quand on a des jugements parfois critiques, et on doit les avoir, sur la politique économique allemande, il y a, malgré tout, il y a eu cet effort budgétaire pour les Allemands. Est-ce que vous ne regrettez pas avoir fait votre plus... Sur ce que nous avons fait, il y a quand même 100 000 personnes qui sont venues au titre de l'asile. Nous en recevions généralement 40 000 par an. Donc, ne laissons pas dire non plus que la France n'a pas ouvert ses portes. Elle n'a pas ouvert ses portes. C'est au titre du droit d'asile que ces personnes sont venues et doivent être traitées selon les règles, justement, conformes à nos engagements internationaux. Donc, nous avons quand même accueilli plus de personnes depuis, c'était bien légitime, depuis que se sont produits les événements qui ont justifié leur départ. Ceux qui nous font un procès en défaut de solidarité, ce sont surtout les Italiens. Et on voit aujourd'hui dans quelle solution politique ils se trouvent. Donc, avec des partis populistes qui tiennent le haut du pavé, qui pourraient former un gouvernement prochainement, sur cette thématique, notamment de l'immigration, et qui nous reprochent aussi d'avoir maintenu cet accord de Dublin qui fait qu'ils doivent prendre la majeure partie du fardeau, c'est-à-dire que les migrants doivent s'enregistrer chez eux, restent chez eux, etc. On ne partage pas le fardeau. Oui, moi je le dis dans le livre, Matteo Renzi nous avait prévenus. Et là, il y a quand même une responsabilité collective, je m'y mets, de l'Europe. Parce qu'il nous disait, Matteo Renzi, à l'époque Premier ministre italien, nous ne pouvons pas, nous, tout seuls, retenir par des camps, par ce qu'on appelait les hotspots, les réfugiés qui venaient en grand nombre. Et il fallait donc qu'il y ait un processus, soit de renégociation de Dublin. Dublin, je rappelle, c'est l'accord qui oblige le pays d'accueil à enregistrer et donc à prendre sa responsabilité pour l'obtention des titres. Et la Grèce s'est retrouvée dans la même situation. Donc, quelle conclusion en tirer aujourd'hui ? Si, en plus, les événements dont on vient de parler, Afrique, Moyen-Orient, continuent de se dégrader, nous pouvons être une nouvelle fois face à des courants migratoires et de réfugiés très importants. Nous devons avoir une politique européenne. Parce que c'est ainsi que nous pourrons avoir d'abord le devoir moral d'accueillir. Empêché pendant que vous étiez mais ce qui nous a empêché, c'est qu'il y a des règles. L'accord de Dublin, c'est que c'est le pays d'accueil qui le premier accueil qui doit faire la procédure. Ce qui nous a empêché, c'est que plus rien n'a été respecté. À un moment, ils sont venus, ces réfugiés, et ils sont allés en Allemagne, partie en France, mais beaucoup plus en Allemagne qu'en France. Qu'est-ce qui nous en a empêché ? C'est qu'il y a des pays, vous avez cité d'ailleurs, les mêmes pays qui sont plutôt liés aux États-Unis, Pologne, Pays de l'Est, Hongrie, qui ont refusé toute politique commune migratoire. Eh bien, c'est pas possible. Et moi, je leur avais dit, si vous voulez refuser la politique commune en matière de migration, nous refusera la politique commune en matière de fonds structurels, c'est-à-dire d'aide régionale. François Hollande, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, lui a parlé de régions submergées par le flux de demandeurs d'asile. Il y a, pour défendre son projet de loi Asile et Immigration. J'aimerais vous entendre sur cette loi. Elle était nécessaire et elle va dans le bon sens ? Elle a été contestée au sein même de la majorité présidentielle. Moi, vous voulez mon avis ? Oui. Pourquoi faire des lois quand il en existe déjà qui ne sont même pas appliquées pleinement ? Alors qu'il puisse y avoir quelques corrections, sans doute. Mais laissez penser, une nouvelle fois, qu'avec une loi, on va régler le problème, notamment du traitement des demandeurs d'asile. Ce qu'il faut pour régler plus humainement, mais aussi plus sévèrement, la question des demandeurs d'asile, c'est mettre beaucoup plus de moyens pour l'accueil, pour l'intégration, mais beaucoup plus de moyens pour que les dossiers soient traités dans un temps très court. Si vous voulez, il nous reste très peu de temps, hein. Le temps passe très très vite, il nous reste quelques minutes. Un moment important de votre mandat, c'est la COP21.
Vous dites dans votre livre que Nicolas Hulot, qui est aujourd'hui ministre d'État, que vous aviez essayé d'ailleurs de recruter dans un de vos gouvernements, qui était votre envoyé spécial pour la planète, vous dites qu'il est aujourd'hui revêtu d'une combinaison inifugée, lui qui se méfiait de la politique et qui se souvenait s'y être brûlé. Alors, elle est efficace, cette combinaison inifugée, parce que Notre-Dame-des-Landes, c'est un peu lui. Et par rapport à Notre-Dame-des-Landes, j'ai envie de vous demander, vous saluez le dénouement de ce dossier qui a été un peu un feuilleton en répétition, hein. Penser que la planète était en danger à cause de la construction possible d'un aéroport me paraît aller quand même assez vite en Oui, on va vite, mais parce qu'il nous reste un peu de temps. Pour m'interroger en fait sur Nicolas Hulot, il a accepté d'être au gouvernement. C'est un principe de responsabilité. À lui de voir si la politique actuelle est conforme à ce qu'il pense comme principe écologique. Ce que je crois, et on en a eu la vérification, c'est que les pays signataires de l'accord sur le climat ne font pas tous leurs engagements, notamment financiers, pour qu'on soit à l'heure par rapport à 2020 et 2022. Hein. Et ils ont raison. Vous l'êtes ? Oui, je le suis, parce que il y avait... C'était ce que j'avais souhaité avec Laurent Fabius, qui présidait la COP, et Ségolène Royal, qui en a pris la suite. Ce que nous voulions, c'était sécuriser, sanctuariser 100 milliards de dollars par an pour la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes loin du compte. Et là, il y aura une responsabilité qui sera sur tous les gouvernements, tous les chefs d'État, s'ils ne sont pas à la hauteur. François Hollande, j'avais une dernière question. C'est sur une partenaire que vous avez beaucoup pratiqué pendant votre mandat, Angela Merkel. Elle n'a pas été facile. Aujourd'hui, elle a l'air un peu affaiblie. Est-ce que ce probable dernier mandat qu'elle s'apprête à faire, enfin qu'elle débute, c'est une bonne chose d'avoir une Merkel affaiblie parce qu'elle sera un peu moins dure qu'elle ne l'a été avec vous? Ou est-ce qu'au contraire, c'est pas un cadeau parce qu'elle ne va plus rien faire? Moi, je peux vous parler... un mandat de trop ou pas? Je peux vous parler de Mme Merkel telle que je l'ai connue. Affaiblie, elle ne l'était pas, mais elle a été parfois lente, j'en ai fait la remarque, pour prendre une décision, mais elle a toujours agi de manière responsable pour l'Europe. Sur la Grèce, je savais qu'elle avait des réticences. Elle a fini par rentrer dans la négociation et faire que la Grèce puisse être dans la zone euro. Sur les réfugiés, elle a été exemplaire en matière de construction européenne, même si elle a obligé à un moment d'être devant un défi considérable tous les pays. Sur même les disciplines budgétaires, elle nous a laissé, et tant mieux, du temps pour que nous puissions nous mettre en compatibilité avec nos engagements. Alors maintenant, parce que c'est ça la question, est-ce que maintenant, avec sa coalition, elle est en état d'aller plus loin sur les questions économiques et monétaires? Vous voulez ma réponse? Moi, je crois qu'on aura des résultats limités en matière économique et monétaire, mais ça sera déjà un progrès. Ce qu'il faut, et elle y est prête, et c'est pour ça qu'il faut saisir cette opportunité, elle est prête à faire beaucoup plus sur l'Europe de la défense, beaucoup plus sur la sécurité, beaucoup plus sur les industries d'avenir. Alors prenons-la au mot là-dessus et demandons davantage de budget européen sur ces priorités. Sur défense, industrie d'avenir. Voilà, nous arrivons, François Hollande, au terme de cet entretien. Merci beaucoup. Trop bref, comme un quinquennat. Près de 50 minutes. Trop bref, comme un quinquennat. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à celle de Sophie Malibaud de RFI, merci. À celle de Christophe Ayad du Monde. Merci à vous tous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve ici même la semaine prochaine. À bientôt. Merci.